On a tendance à associer l'intelligence à la logique pure, comme si pour bien adresser un problème, il suffisait d'effectuer un raisonnement déductif qui ne repose jamais sur des mots mal définis et n'accepte que des liens de causalité clairement vrais. Sauf que cette prévalence de la logique pose 4 problèmes. Le premier problème, comme on en a parlé dans notre série sur l'infini, et comme Monsieur Phi en a parlé dans 2, 3, 4, 5, disons n épisodes pour un certain antinaturel n, c'est que la logique n'a rien d'évident et pose de nombreuses difficultés, comme le trilemme d'Agrippa, l'inévitabilité de définitions circulaires ou la quasi-impossibilité d'énoncer des axiomes clairement vrais. Bref, la logique, c'est compliqué. Et quand vous dites à quelqu'un que son raisonnement est illogique, j'ai envie de dire un raisonnement logique, ça ressemble à ça, et j'ai jamais vu de tel raisonnement dans les commentaires YouTube. Soit, on est mauvais logicien, mais supposons que par un coup de baguette magique, on devienne tout à coup des experts de la logique. On tombe alors sur le deuxième problème. La science n'est pas qu'une déduction logique. Pour effectuer des prédictions, il nous faut deviner les lois de la physique. C'est ce que l'on appelle l'induction, et de nombreux ouvrages peu conclusifs ont été écrits à ce sujet. Mais soit, supposons que par un deuxième coup de baguette magique, on devienne tout à coup des experts de l'induction, si bien que l'on arrive à déterminer très précisément les lois physiques de l'univers. Et oublions les bizarreries quantiques pour simplifier. Est-ce qu'il nous suffirait alors d'être logique pour connaître notre univers et effectuer des prédictions? Selon le géant Pierre-Simon Laplace, mon mathématicien préféré, il ne manquerait qu'une seule chose, à savoir la connaissance de l'état physique actuel de notre univers. Je cite. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Et cette citation célèbre a conduit beaucoup de mathématiciens, de philosophes et de scientifiques à penser qu'il suffisait de déterminer les lois physiques de l'univers et de déterminer l'état physique actuel de l'univers pour en prédire l'avenir. Mais on tombe alors sur un troisième problème, toute mesure est bourrée de petites erreurs. Or, la théorie du chaos dont j'ai brièvement parlé chez Dr Nozman affirme que toute petite erreur dans les conditions initiales peut conduire à des prédictions extrêmement erronées. Soit, mais supposons que par un troisième coup de baguette magique, on parvienne à accéder à l'état physique exact de l'univers. Et bien même là, même avec les lois et les états physiques exacts de l'univers, et même avec une logique sans faille, il demeurerait très impossible d'effectuer une prédiction quelconque. Et ça, Alan Turing l'a compris avant tout le monde. Dans son merveilleux article de 1950, il écrit « L'idée que les machines ne peuvent pas conduire à des surprises est une conséquence, je crois, d'un sophisme fallacieux auquel les philosophes et mathématiciens sont particulièrement sujets. Il s'agit de l'hypothèse selon laquelle, dès qu'un fait est présenté à un esprit, toutes les conséquences de ce fait sautent immédiatement à l'esprit de celui-ci. Cette hypothèse est très utile dans certains cas, mais on oublie trop facilement qu'elle peut être fausse. » Autrement dit, selon Turing, certains calculs sont nécessairement terriblement longs, y compris pour le plus génial des esprits, dont la mécanique interne serait optimisée pour effectuer ces calculs. Et en particulier, dans le cas de Pierre-Simon, je l'aime tellement que je l'appelle Pierre-Simon, calculer des prédictions à partir des lois et des états physiques de l'univers pourrait être, est inéluctablement un calcul terriblement long. Si long qu'aucun humain ni machine ne peut l'effectuer avant la nuit des temps. Seul un démon, parfois appelé démon de Laplace, qui serait ni homme ni machine, peut y parvenir. Et pour bien illustrer cela, intéressons-nous à des univers dont on connaît parfaitement les lois physiques et dont on peut choisir les états physiques, à savoir les automates cellulaires. L'automate cellulaire le plus connu est le jeu de la vie de Conway, que David a présenté dans une vidéo sur Science Étonnante. Cet automate est un quadrillage de cellules qui peuvent être noires ou blanches. Et en gros, une cellule doit avoir juste le bon nombre de cellules voisines noires pour devenir ou rester noire. Je vous renvoie vers la vidéo de David pour les détails, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est la condition initiale à 4,50 de la vidéo. On y voit 5 cellules noires dans un océan de cellules blanches. On a là une situation où l'on connaît parfaitement l'état présent de l'univers et où on connaît parfaitement les lois physiques de l'univers. Quelle en sera l'évolution? Vous voyez bien que cette question n'est qu'une question de logique. Mais c'est une prédiction qui échappe très largement à ceux d'entre nous qui n'avons pas pris le temps de demander la réponse à une machine. Et ça, c'est parce que l'évolution ne se stabilise qu'après un peu plus de 1000 itérations. Alors oui, si vous étiez motivé, dans ce cas, vous auriez peut-être pu faire le calcul à la main. Mais c'est parce qu'il s'agit là d'un cas trivial. Et oui, l'état physique initial n'a que 5 cellules noires.
Par opposition, notre univers physique, lui, est formidablement plus sophistiqué, que ce soit à l'échelle planétaire, biologique, chimique ou même à l'échelle des particules élémentaires. Typiquement, un verre d'eau contient environ 10 puissance 23 particules. Pour avoir une complexité comparable, l'état initial du jeu de la vie devrait avoir 10 puissance 23 cellules noires. Or, 10 puissance 23, c'est beaucoup plus que 5. 10 puissance 23, c'est même largement trop pour les machines d'aujourd'hui. Et oui, la capacité de stockage de votre ordinateur se compte en téraoctets, ce qui correspond à environ seulement 10 puissance 12 bits d'information. Même toute l'information de tout Internet ne représenterait que quelques zeta-octets, soit environ 10 puissance 21 bits d'information. Pire encore, si l'on veut prédire le futur dans un an en suivant mécaniquement les lois de l'univers, il nous faut calculer tous les pas de temps. Or, des théories physiques suggèrent que le temps avancerait de manière discrète au rythme de 10 puissance 43 pas de temps par seconde. Pour prédire le futur dans un an, il faudrait effectuer 10 puissance 50 étapes de calcul. Or, nos ordinateurs ont une vitesse de calcul de l'ordre du gigahertz, soit 10 puissance 9 calculs par seconde. Simuler le futur à un an prendrait 10 puissance 34 années, soit des milliards de fois plus que l'âge de l'univers. Autant dire qu'avec la technologie moderne, même si l'on connaissait les lois et l'état physique de l'univers, la meilleure façon d'en prédire l'avenir à coup sûr et de très loin, c'est tout bêtement d'attendre que l'avenir survienne. Bon, ok, mais c'est peut-être parce qu'on est des mauvais ingénieurs. Peut-être que les ingénieurs du futur, eux, seront capables de concevoir des machines qui sont effectivement capables de prédire l'avenir. Cette réflexion nous amène en fait à une question plus fondamentale, qui consiste à se demander si l'intérieur d'un système physique peut prédire son futur avant que le futur n'advienne. Après de longues réflexions, l'informaticien Stephen Wolfram, dont David a parlé à la fin de sa vidéo, a fini par postuler ce qu'il a appelé l'irréductibilité algorithmique. De façon grossière, celle-ci revient à dire qu'étant donné un état initial aléatoire d'un automate non trivial, disons un automate Turing complet, alors la seule façon de prédire le futur est d'entièrement le simuler. Autrement dit, selon Wolfram, étant donné ce qu'il se passe dans une pièce close, il serait en général impossible de copier-coller toute l'information à l'intérieur de la pièce et de prédire son état un an plus tard avec l'information copiée-collée, à moins d'effectuer un calcul qui, de toute façon, à l'intérieur de cet univers physique, mettrait de façon théorique au moins un an à terminer. Voilà qui me semble être un argument assez fatal au pur réductionnisme, c'est-à-dire à l'approche purement logique qui ne jurerait que par les lois fondamentales de la physique. Certes, savoir que la physique à notre échelle émerge de lois fondamentales, c'est bien. À l'instar de la thèse de Church-Turing ou des lois de la thermodynamique, ça permet de fixer des limites sur ce qui peut et ne peut pas arriver dans notre univers. Cependant, déduire le futur de ces lois fondamentales, quand bien même toutes les données nécessaires seraient à notre disposition, c'est très illusoire. Pour effectuer des prédictions, il est alors utile d'oublier les paradigmes fondamentaux et d'utiliser un langage plus macroscopique. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait David. Regardez là, autour de la 70e génération, ce truc. C'est ce qu'on appelle un planeur. Hop, regardez, il y en a d'autres ici. Le planeur, c'est une structure qui change de forme, mais tous les 4 tours retrouve sa configuration en s'étant déplacé d'une case en diagonale. On peut en voir d'autres un peu plus tard dans la simulation. Et du coup, c'est une structure qui avance. Alors, ça paraît assez trivial comme observation, mais c'est en fait assez étrange et génial pour plusieurs raisons. La première, c'est que David a arrêté de parler de cases blanches ou noires et s'est mis à parler de structure. Autrement dit, il a abandonné la rigueur de la description microscopique et a choisi d'adopter un langage macroscopique pourtant complètement absent des lois fondamentales. Or, ce n'est pas si trivial que ce langage macroscopique soit si adéquat. Après tout, d'un point de vue microscopique, rien ne se déplace. Tout ce qu'il y a, ce sont des cases noires et blanches qui s'éteignent et s'allument. Voilà qui n'est pas sans rappeler la possibilité de concevoir des structures qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, comme celle dont parle Derek Muller sur Veritasium. If you can flick that beam across the moon's surface in less than 1/100th of a second, which is not hard to do, then that laser spot will actually move across the surface of the moon faster than the speed of light. How is that even possible? Well, in truth, nothing here is really traveling faster than the speed of light. The individual particles of light, the photons coming out of my laser, are still traveling to the moon at the speed of light. It's just that they form a spot which moves faster than the speed of light, but really it's an illusion. Ok, mais si le spot lumineux qui se déplace n'est qu'une illusion, en quoi la structure de David n'en est-elle pas une elle aussi? Et si le spot lumineux est une illusion, est-ce qu'on a le droit de parler de spot lumineux? Si vous voyez un spot lumineux aller plus vite que la vitesse de la lumière, auriez-vous tort de dire que vous voyez un spot lumineux aller plus vite que la vitesse de la lumière? Ça serait bizarre de s'interdire de parler de spot lumineux, tout comme il serait étrange de s'interdire de parler de planeur dans le jeu de la vie.
En fait, ce qui est important de noter, c'est que les descriptions macroscopiques de l'univers peuvent aisément donner lieu à un vocabulaire flou, voire inexistant dans les lois et les états physiques fondamentaux de l'univers. Oui, parce que le concept de structure, David l'utilise sans l'avoir défini. Et il y a une bonne raison à cela. Je prétends qu'il est impossible de donner une définition au mot structure avec laquelle on sera tous d'accord. Et pour ceux qui ne me croient pas, je vous invite à essayer de mettre une définition du mot structure dans les commentaires ci-dessous. Mais le plus étonnant et le plus important, c'est que même si David n'a pas défini le mot structure, on est tous plus ou moins d'accord sur ce qu'il veut à peu près dire par là. De même, quand on voit cette image, il n'est pas déraisonnable de penser que le chat veut manger la souris, alors que ni le chat, ni la souris, ni la volonté du chat ne sont des concepts présents dans les lois fondamentales de la théorie quantique des champs. Et puis, si vous y réfléchissez, les concepts de chat, de souris et de volonté du chat, c'est horriblement difficile à définir. La deuxième chose étrange et géniale dans la remarque de David, c'est que le langage macroscopique permet des prédictions, quand bien même les lois fondamentales nous seraient inconnues. Alors, dit comme ça peut vous paraître scandaleusement antiscientifique. Mais regardez ce canon à planeur 60P5 H2V0. Il ne semble pas débile de prédire que le canon continuera à propulser des planeurs identiques et à intervalles de temps réguliers, même sans suivre les détails des calculs du canon. Alors oui, le canon a été conçu et choisi pour que cette régularité émerge, mais même si vous ne le saviez pas, et surtout si vous observez le canon propulser des planeurs pendant des heures, il serait assez insensé de ne pas au moins un peu généraliser la régularité des planeurs expulsés. Alors oui, je suis sûr que parmi vous, il y a des logiciens puristes qui vont dire que toute généralisation de la sorte est purement illogique. Et c'est justement là où je veux en venir. On peut prédire de manière illogique. Mieux encore, il faut prédire de manière illogique, y compris lorsque l'on connaît pourtant les lois et les états physiques exacts de l'univers. Parce qu'encore une fois, prédire de manière purement logique, ça nécessite des calculs beaucoup trop longs pour votre cerveau comme pour votre machine. D'ailleurs, le genre de généralisation que l'on vient de faire est ce que font les scientifiques à longueur de journée. Ils observent des choses se répéter et ils postulent qu'elles continueront à se répéter même s'ils ne comprennent pas tous les mécanismes sous-jacents. Et c'est normal que l'on se restreigne à faire cela. D'autant que le monde physique est autrement plus complexe que le jeu de la vie et les configurations qu'on en a vues. Dans la vidéo de David, il a suffi de structures de quelques dizaines de cellules pour que l'on soit complètement perdu dans les calculs de leurs évolutions et qu'on se contente d'une description macroscopique des structures. Mais surtout, ces structures évoluaient sur des échelles de temps raisonnables, au plus de l'ordre de quelques milliers d'itérations. Quelques milliers d'itérations. A contrario, dans l'univers physique, le plus court intervalle de temps mesuré à ce jour se compte en dizaines d'attosecondes, soit environ 10 puissance moins 17 secondes. Si l'on suppose que l'univers avance au rythme d'un calcul tous les temps de Planck, c'est-à-dire un calcul toutes les 10 puissance 43 secondes, voilà qui signifie que nous n'avons jamais observé l'effet de moins de 10 puissance 26 étapes de calcul de notre univers. Or, 10 puissance 26 étapes de calcul, c'est énorme. Un ordinateur moderne mettrait l'âge de l'univers pour effectuer ce calcul. Autant dire que toutes les lois de la physique connues à ce jour échouent complètement à décrire les calculs élémentaires de notre univers et se contentent nécessairement de décrire des régularités qui émergent après 10 puissance beaucoup étapes de calcul. Autrement dit, toute notre science, y compris toute notre physique, n'est qu'un ensemble de théories émergentes. Les puristes y verront une critique des sciences, mais ce n'est pas du tout là où je veux en venir. Ce qu'il faut constater, c'est que c'est ce qu'il nous faut faire. Encore une fois, les lois physiques fondamentales sont très incapables de prédire des phénomènes à l'échelle macroscopique car elles nécessitent des temps de calcul complètement irréalistes. Ce dont on a besoin, ce sont de théories émergentes, dont le domaine de validité sera nécessairement limité et dont les prédictions ne seront pas entièrement fiables, mais au moins ces prédictions seront calculables en temps raisonnable. Et en particulier, à l'instar de ceux qu'on avait déjà conclus dans l'épisode 4 pour des raisons pourtant très différentes, il ne semble pas pertinent de juger la vérité des théories. Ce qui semble plus pertinent, c'est d'en juger la crédibilité et l'utilité. La dernière fois, j'ai parlé de l'émergence de l'intelligence et je n'ai pas été très clair sur la manière dont la pensée algorithmique qui date du 9e siècle permet de rendre quelque chose du 16e siècle un peu trivial. En fait, il y a beaucoup plus à dire, il y a d'énormes raccourcis dans la vidéo précédente, notamment la résolution des équations du 3e et du 4e degré a eu lieu en Italie au 16e siècle, notamment grâce à Tartaglia et d'autres comme Cardan et Ferrari. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait il y a une histoire absolument fabuleuse derrière tout ça qui mériterait peut-être un film au cinéma, notamment des histoires de traite
trahison et de promesses et tout ça. Bref, malheureusement, à ma connaissance, aucun youtubeur n'en a encore parlé, du coup je peux pas vous renvoyer vers quelque chose, mais c'est une histoire qu'il faudra raconter. Ce que je voulais vraiment pointer du doigt dans l'épisode précédent, c'est le fait que la pensée algorithmique tend à décomposer les méthodes de résolution, et en fait au XVIe siècle, il y a une méthode de résolution des équations du 3e et du 4e degré qui ont été proposées, et à partir du moment où cette méthode de résolution était connue, résoudre les équations correspondait uniquement à suivre des étapes, les instructions qui étaient du coup pas fournies par Al-Khwarizmi mais par les descendants d'Al-Khwarizmi, c'est-à-dire Tartaglia et compagnie. Et du coup, résoudre de telles équations correspondait uniquement à effectuer des étapes de calcul. Des étapes de calcul un peu bizarres parce qu'elles font intervenir notamment les nombres imaginaires, mais ça ne reste que des étapes de calcul. Et du coup, ces équations, aujourd'hui, on peut les résoudre uniquement via le calcul. Emmanuel Domergue fait remarquer qu'en fait, Galilée et surtout Torricelli sont en fait plutôt du XVIIe que du XVIe siècle, mais à culpa. Je sais pas pourquoi j'ai commis l'erreur de parler notamment de Torricelli dans la vidéo précédente, je crois que j'aime bien sa moustache de vainqueur. JP06DR fait remarquer que la curiosité est une partie importante de l'intelligence, et du coup on peut se demander si les machines sont capables d'être curieuses, et la réponse est oui. En fait c'est pas si difficile, il suffit de mettre dans la fonction objective de la machine l'envie de mieux comprendre le monde qui l'entoure, et notamment d'aller chercher les données qui vont lui permettre d'améliorer sa propre intelligence artificielle, et notamment il y a tout un champ de recherche qui s'appelle Active Learning, qui cherche justement à optimiser ce processus de quête d'informations. Hannibal Hatim nous demande si c'est pas un peu simpliste de réduire l'intelligence à une multitude d'opérations. C'est pas ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est le fait que pour faire émerger de l'intelligence à partir uniquement de calculs, effectuer un grand nombre d'étapes de calcul était une condition qui semblait nécessaire. Et en particulier, je voulais insister sur un sophisme qui est souvent présent, qui est le fait que lorsqu'on observe un truc, on se dit qu'il est bête parce qu'on observe juste quelques étapes de calcul de la chose et on trouve que ces étapes de calcul sont idiotes. Mais en fait, pour juger l'intelligence d'une structure, il ne faut pas regarder chaque calcul individuel, mais du coup, il faut s'intéresser à un aspect beaucoup plus macroscopique de la chose dont on cherche à déterminer l'intelligence. Monsieur K. Adriel nous demande si l'algorithme de Grover, qui est un algorithme quantique, est-ce qu'il est capable de trouver une réponse avec une fiabilité de 100%? La réponse est non, mais en fait, j'ai envie de dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a toujours un risque qu'un ordinateur échoue. Il peut toujours avoir un petit bug informatique quelque part, ou encore il peut avoir le calcul qui est interrompu par une météorite qui tomberait sur la Terre et qui fait tout exploser. Bref, tout ça pour dire que même au niveau algorithmique, il est souvent utile de raisonner en termes de probabilité de succès. Et en fait, à ce moment-là, si on a un algorithme dont on sait que la probabilité de succès est supérieure à 2/3, disons, alors en fait, en répétant cet algorithme un grand nombre de fois, on peut facilement obtenir très rapidement une fiabilité qui est de 99,999999999999999%. En effet, le nombre de fois qu'il faut relancer l'algorithme pour avoir un risque d'erreur inférieur à 10 puissance moins n, qui est vraiment un nombre très petit quand n est un petit peu grand, c'est égal à peu près à n. Alors ça peut paraître anodin ce que je viens de dire là, mais en fait une probabilité de 10 puissance moins 100, c'est beaucoup plus faible que la probabilité qu'une météorite tombe sur la Terre. HL037 nous demande si le côté aléatoire est une partie vraiment fondamentale de l'intelligence ou du succès d'un algorithme. Et en fait, ça aussi, ça correspond à une question de la théorie de la complexité absolument fondamentale. Donc il y a le problème P versus NP dont Thomas vous a parlé dans une de ses vidéos. Il y a le problème BQP est égal à P dont on a parlé dans les commentaires de la vidéo précédente. Et il y a un autre problème qui est BPP égale P. Et donc on pense que P est différent de NP, on pense que P est différent de BQP, on pense aussi que BQP est différent de NP. Mais par contre, on pense que P est égal à BPP. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des définitions de tous ces objets, mais en gros, si P est égal à BPP, ça veut dire en gros que le hasard ne sert en gros à rien pour pouvoir accélérer les puissances de calcul de nos ordinateurs. Et donc aujourd'hui, la communauté des chercheurs dans le domaine pense que en effet P est égal à BPP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain à ajouter un vrai hasard à un algorithme. Mais bien sûr, c'est encore une question ouverte. Clément Game nous fait remarquer qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui pour essayer d'ouvrir la black box qui est l'intelligence artificielle. Et en effet, il y a pas mal de choses assez fascinantes dont on va parler dans cette série. Notamment, on peut tout simplement faire passer une sorte d'IRM à nos intelligences artificielles, puisque les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont souvent des réseaux de neurones. Donc ça fonctionne pas vraiment comme le cerveau humain, mais ça reste des neurones qui s'activent ou qui s'activent pas. Et du coup, on peut étudier l'activation des neurones lorsque l'on expose un réseau de neurones artificiels à une image ou un texte ou ce que vous voulez. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'approches qui consistent à faire de l'IRM, en gros, d'intelligence artificielle pour voir comment l'intelligence artificielle fonctionne. Et en fait, tout ça, finalement, c'est très proche de la manière dont les neuroscientifiques vont chercher à étudier le fonctionnement du cerveau. Bien sûr, il y a énormément de choses que l'on peut comprendre sur le fonctionnement du cerveau, tout comme il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre sur le fonctionnement d'un
d'un réseau de neurones artificiels et Google DeepMind fait ça très très bien. Cependant, et j'y reviendrai dans l'épisode suivant, juste parce qu'on a des descriptions macroscopiques de certains aspects de l'intelligence artificielle, ne veut pas dire qu'on comprend vraiment le fonctionnement de l'intelligence artificielle, ni même que l'on comprendra un jour vraiment le comportement de l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a un très bon argument qu'on verra un petit peu la semaine prochaine, qui a à voir avec la notion de complexité de Kolmogorov, qui nous dit que finalement, vraiment comprendre le fonctionnement d'un cerveau humain ou d'une intelligence artificielle sophistiquée, c'est en un certain sens impossible et que d'une certaine manière, au bout d'un moment, il vaut mieux considérer tout ça comme des espèces de black box et avoir une description macroscopique de ce qui se passe en oubliant les détails microscopiques. Une description macroscopique qui sera du coup incomplète plutôt qu'une description microscopique précise. Frédéric Garcia me demande si j'ai lu le livre de Jérémy Narby. Bon, la réponse malheureusement est non, je ne l'ai pas lu, mais ça me permet de parler de façon plus générale de choses que l'on a longtemps considérées comme pas intelligents, et en fait aujourd'hui on voit que ça a beaucoup d'aspects qu'on pourrait considérer en fait intelligents. Typiquement le concept d'intelligence des plantes, pendant longtemps c'est un truc complètement tabou, et de plus en plus de chercheurs commencent à parler de l'intelligence des plantes, puisque d'une certaine manière, même si c'est pas un fonctionnement neuronal comme dans le cerveau humain, à travers notamment des communications de produits chimiques, les plantes arrivent à anticiper ce qui se passe autour d'eux, de s'adapter à leur environnement, voire de communiquer les unes avec les autres. Bref, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de parler de l'intelligence des plantes. Et de la même façon, si on commence à s'intéresser au fonctionnement des bactéries, des cellules, le fonctionnement du système immunitaire, de tout ce qui se passe dans le corps humain, on se rend compte que c'est toute une machinerie extrêmement complexe qui a d'une certaine manière sa propre intelligence. J'en profite pour vous recommander vivement la vidéo de Drew Berry où il présente des animations qu'il a faites du fonctionnement de certains mécanismes à l'intérieur de nos cellules, notamment par exemple la retranscription de l'ADN, qui sont des mécanismes incroyablement sophistiqués, et c'est difficile quand on observe ces images de ne pas dire qu'il y a au moins une certaine forme d'intelligence qui semble émerger de tout ce mécanisme. Même si bien sûr cette intelligence n'est pas forcément comparable à l'intelligence humaine. Boris, elle, nous demande même si on ne peut pas considérer que dans une structure d'une société humaine, il n'y a pas une certaine intelligence collective qui émerge des interactions des différents individus. Et là encore, il me semble que la réponse est très clairement oui en fait. Et pour vous en convaincre, je vous recommande vivement la vidéo de Monsieur Phi notamment sur la veste de laine d'Adam Smith qui explique comment dans notre société on est parvenu à fabriquer des objets qu'aucun d'entre nous ne savons produire. Typiquement une veste de laine, en fait, pour produire une veste de laine, il faudrait beaucoup d'instructions. Et tout ça, c'est encore plus le cas quand on voit le degré d'avancement des mathématiques, par exemple, ou tout simplement des téléphones que vous utilisez tous les jours. La technologie qu'il y a derrière repose sur des trucs de mécanique quantique, des trucs de technologie d'information, des concepts de machine de Turing, du hardware, du software, beaucoup de technologies qu'aucun d'entre nous ne comprenons entièrement. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses dans un téléphone portable que je ne comprends absolument pas. Et je parle du téléphone portable pour me donner un air intelligent, mais même dans la production de la veste de laine, il y a énormément de choses que je ne comprends pas. Et ça me permet de finir sur la question de Mathieu Orousseau et de d'autres parmi vous, qui me reprochent de n'avoir jamais défini ce qu'était l'intelligence. Et je pense qu'intuitivement, on a tous une définition de ce qu'est l'intelligence, donc c'est un peu difficile, encore une fois, mais je pense qu'on sent plus ou moins que l'intelligence a quelque chose à voir avec la capacité à résoudre des problèmes en interagissant avec le monde qui nous entoure. Si on prend cette définition assez vague, et qui est un peu la définition Wikipédia d'ailleurs de l'intelligence, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans notre environnement qui ont une intelligence que nous n'avons pas, nous, humains. Alors bien sûr, c'est pas satisfaisant parce que le mot intelligence, encore une fois, je l'ai pas défini, mais j'ai envie de dire, David n'a jamais défini le mot structure, et je crois que personne dans les commentaires de sa vidéo ne lui a reproché de ne l'avoir jamais défini. Tout ça pour dire qu'au final, le sens précis, rigoureux des mots, parfois lorsqu'on cherche à parler de certains modèles formels, ça peut être utile, mais pour la plupart des mots qu'on a dans notre langage au quotidien, la définition rigoureuse, précise de ces mots n'est pas utile, voire n'est pas souhaitable, voire n'est pas réalisable. Encore une fois, je vous invite dans les commentaires à essayer de définir le mot structure ou le mot chat. Vous verrez que c'est vraiment très difficile. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment pas grave, pourvu qu'à chaque fois qu'on utilise le mot, on se rend compte qu'il est flou et que différentes personnes l'utilisent de différentes manières. Et ce qui importe, j'ai envie de dire, c'est la manière dont la plupart des gens pensent le mot. Mais bref, juste pour insister encore un peu plus sur ces problèmes de définition, je vous recommande vraiment de lire la page Wikipédia sur l'intelligence où il y a une excellente discussion sur le flou autour de ce mot, avec notamment cette citation qui me paraît très pertinente, qui dit que la recherche scientifique commence très rarement avec des définitions avec lesquelles tout le monde est d'accord, bien que parfois ça peut y conduire. En particulier, je pense que la bonne façon de s'intéresser à l'intelligence, ce n'est pas en commençant par une définition de l'intelligence, mais en essayant d'abord d'étudier les différentes interprétations que l'on pourra avoir de ce mot, et en particulier la pertinence de ces différentes interprétations pour comprendre le monde qui nous entoure. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En fait, ce dont on a un petit peu touché dans cette vidéo, c'est la notion fondamentale de complexité algorithmique. Et je suis de ceux qui pensent que la complexité algorithmique
a des conséquences majeures sur toutes les sciences, voire sur la philosophie. J'en profite pour recommander notamment l'excellent article écrit par Scott Aaronson, c'est un peu technique, c'est en anglais et tout ça, mais c'est un excellent article qui essaie de convaincre notamment les philosophes de s'intéresser à la théorie de la complexité. Notamment, il y a une réflexion que je trouve assez amusante sur ce que signifie que de déterminer le plus grand nombre premier connu à ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour un nombre d'être le plus grand nombre premier connu à ce jour? Il me semble que l'argument de la complexité est tout à fait pertinent pour donner un sens à cette phrase. La prochaine fois, on va parler de l'épisode qui est sans doute le plus important de toute cette série. On parlera de l'argument clé d'Alan Turing dans le papier de 1950 où il explique pourquoi l'intelligence artificielle nécessitera du machine learning. Autrement dit, la prochaine fois, on va voir pourquoi est-ce que le machine learning marche en théorie et comment Turing a su le prédire dès 1950. Donc c'est une vidéo très importante la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur nom et j'espère que vous serez là la prochaine fois. C'est ce phénomène qu'on appelle l'émergence. Le fait que des structures complexes puissent posséder des propriétés macroscopiques qu'on ne retrouve pas dans leurs constituants de base. On retrouve ces situations d'émergence aussi bien en physique qu'en biologie, mais aussi en sociologie ou en économie quand on étudie le comportement des groupes. Et c'est le paradoxe de la flèche du temps. Avec un ensemble de règles parfaitement réversibles, ce qu'on observe dans un sens comme dans l'autre du déroulement du temps semble préférer une certaine évolution. Ce qu'on observe macroscopiquement et statistiquement orienté, un état dense se transforme infiniment plus souvent en un état dilué que le contraire.